Chapitre 1. La fille qui comprenait tout. Je m'appelle Lin. Je suis une jeune femme chinoise et j'apprends le français depuis plusieurs années. Quand j'écoute des podcasts simples ou quand je regarde des vidéos avec des sous-titres, je comprends presque tout. Je peux aussi lire des articles courts et écrire des textes pour mes cours. Mes professeurs disent souvent que ma grammaire est bonne et que mon vocabulaire est assez large. Mais il y a un problème important. Quand quelqu'un me parle directement en français, je ne sais pas quoi dire. Mon cerveau comprend la question très vite, mais ma bouche ne produit aucun mot. C'est comme si toutes les phrases disparaissaient au moment où j'en ai besoin. Dans mes cours de français, je me sentais plus à l'aise avec les exercices écrits. Je pouvais réfléchir tranquillement avant d'écrire une phrase. J'avais le temps de vérifier la grammaire et de choisir les bons mots. Mais parler est très différent. Quand une conversation commence, il faut répondre rapidement. Souvent, je me disais que peut-être j'avais encore besoin d'étudier plus de vocabulaire ou plus de grammaire. Pourtant, je connaissais déjà beaucoup de règles. Le problème n'était pas la connaissance. Le problème était autre chose. Pendant longtemps, je n'ai pas compris pourquoi je pouvais comprendre le français assez bien, mais je ne pouvais presque pas le parler. Cette situation était frustrante et un peu mystérieuse pour moi. Et c'est là que mon histoire commence vraiment. Chapitre 2. Des années d'apprentissage silencieux. J'ai commencé à apprendre le français à l'université. Au début, j'étais très motivée. J'aimais la sonorité de la langue et la culture française m'intéressait beaucoup. Je regardais des films français, j'écoutais de la musique française et je suivais mes cours avec attention. Dans les premières années, nous avons étudié surtout la grammaire et le vocabulaire. Nous faisions beaucoup d'exercices écrits. Par exemple, nous devions compléter des phrases, traduire des textes ou écrire de petits paragraphes. J'aimais ce type de travail parce que je pouvais réfléchir tranquillement. Quand je lisais un texte en français, je pouvais comprendre le sens général. Si je ne connaissais pas un mot, je le cherchais dans le dictionnaire. Petit à petit, mon vocabulaire s'est développé. J'ai aussi beaucoup écouté du français. Je regardais des vidéos pour les apprenants et des interviews simples. Au début, c'était difficile, mais avec le temps mon oreille s'est habituée au son de la langue. Cependant, il y avait une chose que je faisais très peu, parler. Dans la classe, les moments de conversation étaient assez courts. Souvent, seuls quelques étudiants parlaient beaucoup. Les autres écoutaient. Moi, j'étais souvent dans le groupe qui écoute. Je me disais que ce n'était pas grave. Je pensais que parler viendrait naturellement plus tard. Si je continuais à apprendre des mots et des règles, un jour je pourrais parler facilement. Pendant plusieurs années, mon français est devenu meilleur dans certains domaines. Je pouvais lire plus vite. Je pouvais écrire des textes plus longs. Je comprenais mieux quand quelqu'un parlait lentement. Mais ma bouche restait presque silencieuse. Je ne savais pas encore que cette façon d'apprendre allait créer un problème plus tard. À ce moment-là, j'étais simplement heureuse de comprendre la langue. Je ne savais pas que comprendre et parler sont deux choses très différentes. Chapitre 3. Le moment d'embarras. Un jour,
quelque chose est arrivé qui a complètement changé ma façon de voir mon français. C'était un moment simple, mais pour moi il était très important. À l'université, il y avait un étudiant français qui participait à un programme d'échange. Un après-midi, après le cours, il s'est approché de moi et il m'a parlé en français. Il a posé une question très simple. Il voulait savoir depuis combien de temps j'apprenais le français. La question était facile. Je comprenais chaque mot immédiatement. Dans ma tête, je savais exactement ce qu'il avait demandé. Mais quand j'ai essayé de répondre, aucun mot n'est sorti. Je suis restée silencieuse pendant quelques secondes. Dans ma tête, je cherchais les mots corrects. Je pensais à la grammaire. Je pensais à la conjugaison du verbe. Mais plus je réfléchissais, plus il devenait difficile de parler. Finalement, j'ai répondu en anglais. C'était plus facile et plus rapide. La conversation a continué en anglais, et le moment est passé. Mais pour moi, ce moment était très embarrassant. Je me sentais frustrée. Comment est-ce possible que je comprenne le français, mais que je ne puisse pas dire une phrase simple? J'avais étudié cette langue pendant plusieurs années. Pourtant, au moment de parler, je me sentais comme une débutante. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose d'important. Comprendre une langue ne signifie pas automatiquement pouvoir la parler. Ce sont deux compétences différentes. En rentrant chez moi, je pensais encore à cette situation. Je savais que je devais changer quelque chose dans ma manière d'apprendre. Si je continuais à étudier seulement avec des livres et des exercices écrits, peut-être que je resterais toujours dans la même situation. Avant de continuer mon histoire, j'ai une petite question pour vous. De quel pays regardez-vous cette vidéo ou lisez-vous cette histoire? Écrivez le nom de votre pays dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir d'où viennent les personnes qui apprennent les langues comme moi. Après ce moment un peu difficile, j'ai commencé à réfléchir sérieusement à mon problème. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre ce qui manquait vraiment dans mon apprentissage du français. Chapitre 4. Comprendre le vrai problème. Après cette conversation embarrassante, je ne pouvais plus ignorer mon problème. Pendant plusieurs jours, j'y ai pensé souvent. Je me demandais pourquoi je pouvais comprendre le français assez bien, mais pourquoi parler était si difficile pour moi. J'ai commencé à observer ma manière d'apprendre. Quand je lisais un texte en français, je pouvais prendre mon temps. Si je ne comprenais pas une phrase, je la relisais. Si je ne connaissais pas un mot, je cherchais sa signification. Tout était calme et contrôlé. Quand j'écoutais du français, c'était un peu différent, mais toujours assez confortable. Les vidéos pour apprenants parlaient lentement. Je pouvais arrêter la vidéo et écouter encore une fois. Petit à petit, mon oreille s'habituait au son de la langue. Mais parler ne fonctionnait pas de cette façon. Dans une conversation réelle, il n'y a pas de pause longue pour réfléchir. Les mots doivent venir rapidement. La personne en face attend une réponse. C'est une situation beaucoup plus dynamique. J'ai alors compris une chose importante. Pendant des années, j'avais entraîné mon cerveau à reconnaître le français, mais pas à le produire. Lire et écouter sont des activités passives.
Parler est une activité active. Mon cerveau savait identifier les mots, mais ma bouche n'avait presque aucune expérience pour les utiliser. C'était un peu comme apprendre à conduire une voiture seulement en lisant un livre. On peut comprendre les règles et la théorie, mais quand on s'assoit dans la voiture pour la première fois, tout semble difficile et étrange. Cette idée m'a aidé à voir mon problème plus clairement. Ce n'était pas un manque d'intelligence ou de motivation. C'était simplement un manque de pratique réelle. Si je voulais vraiment parler français, je devais entraîner ma bouche et mon cerveau d'une nouvelle manière. Les livres et les exercices étaient utiles, mais ils ne suffisaient pas. Cette réflexion a marqué un moment important pour moi. Pour la première fois, je voyais mon apprentissage du français d'une manière différente. Et j'ai commencé à penser sérieusement à ce que je pouvais faire pour changer cette situation. Chapitre 5. Prendre une décision. Après avoir compris mon problème, je savais que je devais changer quelque chose. Mais au début, je ne savais pas exactement quoi faire. Je continuais mes cours et mes exercices comme avant, mais maintenant je voyais leurs limites. Un soir, je réfléchissais à ma situation. Je me suis posé une question simple. Si je veux parler français, est-ce que je parle vraiment français dans ma vie quotidienne? La réponse était claire. Presque jamais. Je lisais beaucoup en français. J'écoutais aussi assez souvent. Mais parler était très rare. La plupart du temps, j'utilisais le français seulement dans ma tête ou dans mes cahiers. Alors j'ai pris une décision simple. Si je voulais améliorer mon expression orale, je devais parler tous les jours. Même si c'était seulement quelques minutes. Même si je faisais beaucoup d'erreurs. Au début, cette idée me faisait un peu peur. Parler dans une langue étrangère peut être intimidant. On a peur de dire quelque chose de faux. On a peur que les autres ne comprennent pas. Mais j'ai aussi compris quelque chose d'important. Si j'attendais d'être parfaite pour parler, je ne parlerais jamais. Alors j'ai décidé de commencer petit. Je n'avais pas toujours quelqu'un avec qui parler français. Mais cela ne devait pas être un obstacle. Je pouvais parler seule. Je pouvais décrire ce que je faisais dans la journée. Je pouvais raconter mes pensées à voix haute. Le premier jour, j'ai essayé pendant quelques minutes dans ma chambre. Je disais des phrases très simples. Par exemple, je suis dans ma chambre. Je prépare mes livres. Je dois étudier aujourd'hui. Ce n'était pas très impressionnant. Mais c'était un début. Petit à petit, j'ai compris que le plus important était la régularité. Même 5 ou 10 minutes par jour pouvaient aider mon cerveau à s'habituer à produire des phrases. Cette décision semblait simple, mais pour moi elle marquait un changement important. Pour la première fois, je mettais l'expression orale au centre de mon apprentissage. Et c'est à ce moment-là que mon français a commencé à évoluer différemment. Chapitre 6. Parler toute seule. Quand j'ai commencé à parler seule en français, l'expérience était très étrange. Dans ma chambre, il n'y avait personne pour m'écouter. Pourtant, je parlais à voix haute comme si quelqu'un était là. Au début, mes phrases étaient très simples. Je décrivais seulement ce que je faisais. Par exemple,
je disais, je prépare mon sac, je prends mon livre, je vais étudier à la bibliothèque. Ces phrases semblaient faciles quand je les écrivais, mais les dire à voix haute demandait un effort. Parfois, je m'arrêtais au milieu d'une phrase parce que j'oubliais un mot. Dans ces moments-là, je réfléchissais quelques secondes et j'essayais de continuer avec d'autres mots. Je ne voulais pas revenir à l'anglais ou au chinois. Les premières minutes étaient souvent les plus difficiles. Mon cerveau cherchait les mots lentement, et je faisais beaucoup de pauses. Mais après quelques minutes, les phrases devenaient un peu plus fluides. Je me suis aussi rendu compte que parler à voix haute était très différent de penser en silence. Quand on parle, on doit organiser ses idées rapidement. On doit choisir les mots et la structure de la phrase presque en même temps. Au début, je me sentais un peu ridicule. Si quelqu'un entrait dans ma chambre, il aurait probablement pensé que je parlais toute seule sans raison. Mais petit à petit, cette sensation a disparu. J'ai commencé à voir cet exercice comme un entraînement. Comme un musicien qui répète un instrument ou un sportif qui s'entraîne chaque jour. Chaque jour, je parlais un peu plus longtemps. Au début, c'était 5 minutes. Ensuite, 10 minutes. Parfois 15. Je racontais ma journée, mes projets ou mes pensées simples. Même si les phrases n'étaient pas parfaites, elles existaient. Avec le temps, j'ai compris que cet exercice m'aidait beaucoup. Il entraînait mon cerveau à produire des phrases plus rapidement. Parler seul n'était peut-être pas une conversation réelle, mais c'était un premier pas important. Et peu à peu, mon français commençait à sortir de mes livres pour entrer dans ma vie quotidienne. Chapitre 7. Le problème de la traduction. Après quelques jours à parler seul en français, j'ai remarqué une difficulté importante. Chaque fois que je voulais dire une phrase, je pensais d'abord en chinois. Ensuite, je traduisais cette idée en français. Ce processus prenait du temps et rendait mon discours très lent. Par exemple, si je voulais dire que j'allais à la bibliothèque, mon cerveau passait par plusieurs étapes. D'abord l'idée apparaissait en chinois. Ensuite je cherchais les mots français correspondants. Puis je pensais à la conjugaison du verbe. Finalement je disais la phrase. Ce processus fonctionnait, mais il était très fatigant. Après quelques minutes de conversation avec moi-même, je sentais déjà que mon cerveau était fatigué. Je comprenais que la traduction constante était un obstacle pour parler plus naturellement. Si chaque phrase doit passer par une autre langue, il est très difficile de parler rapidement. Au début, je ne savais pas comment résoudre ce problème. Traduire semblait être la seule méthode que je connaissais. Alors j'ai décidé d'essayer quelque chose de différent. Au lieu de construire des phrases longues, j'ai commencé à utiliser des phrases très courtes. Par exemple, je marche, je mange, je lis un livre. Ces phrases simples étaient plus faciles à produire. J'ai aussi commencé à apprendre des expressions complètes. Des phrases qui sont souvent utilisées dans la vie quotidienne. Par exemple, je ne sais pas, je pense que, peut-être, c'est intéressant. Ces expressions pouvaient être utilisées dans beaucoup de situations. Petit à petit, ces phrases sont devenues automatiques. Quand j'avais besoin de dire je ne sais pas, la phrase venait directement en français.
Je n'avais plus besoin de passer par le chinois. Ce changement était petit, mais important. Il montrait que mon cerveau pouvait apprendre à produire le français plus directement. La traduction n'a pas disparu complètement, mais elle est devenue moins fréquente. Et pour la première fois, j'ai senti que parler français pouvait devenir plus naturel avec le temps. Chapitre 8. Le premier Tichon. Après environ une semaine de pratique quotidienne, j'ai commencé à remarquer un petit changement dans ma manière de parler français. Ce n'était pas une transformation spectaculaire, mais c'était une différence réelle. Avant, chaque phrase demandait beaucoup d'efforts. Je devais chercher chaque mot et réfléchir à la structure de la phrase. Maintenant, certaines phrases simples venaient plus facilement. Par exemple, quand je décrivais mes actions dans la journée, je pouvais parler un peu plus rapidement. Je disais des phrases comme « Je vais à la bibliothèque »,« Je dois étudier aujourd'hui »,« Je prépare mes notes ». Ces phrases devenaient plus naturelles. Je remarquais aussi que je faisais moins de pauses longues. Au début, il y avait souvent plusieurs secondes de silence entre deux phrases. Maintenant, ces pauses étaient plus courtes. Un autre changement était dans ma confiance. Au début, j'avais peur de faire des erreurs même quand je parlais seule. C'était étrange, mais cette peur existait vraiment. Je voulais toujours construire une phrase parfaite. Mais avec le temps, j'ai commencé à accepter mes erreurs. Si je faisais une faute de grammaire, je continuais simplement la phrase. L'important était de parler. Cette nouvelle attitude m'a aidé beaucoup. Quand on n'a plus peur de se tromper, les mots viennent plus facilement. Je me suis aussi rendu compte que la répétition était très utile. Certaines phrases que je disais souvent devenaient presque automatiques. Par exemple, je pense que c'est intéressant, je ne suis pas sûr, je dois réfléchir. Ces expressions revenaient dans beaucoup de situations. Grâce à elles, je pouvais parler un peu plus longtemps sans m'arrêter. Bien sûr, mon français n'était pas encore très fluide. Parfois je cherchais encore les mots. Parfois je devais simplifier mes idées. Mais ce petit changement me donnait de l'espoir. Il montrait que l'entraînement quotidien fonctionnait. Pour la première fois, je sentais que parler français pouvait devenir une habitude. Et cette sensation m'a motivé à continuer. Chapitre 9. Découvrir des expressions utiles. Après avoir remarqué ces premiers progrès, j'ai voulu améliorer encore ma manière de parler. Je savais que mon vocabulaire était assez grand, mais dans une conversation réelle, je n'utilisais qu'une petite partie de ces mots. Un jour, j'ai observé une vidéo d'une conversation en français. J'ai remarqué que les locuteurs utilisaient souvent les mêmes expressions. Ils ne construisaient pas chaque phrase complètement nouvelle. Beaucoup de phrases étaient des expressions habituelles. Cette observation m'a donné une idée. Au lieu d'apprendre seulement des mots isolés, j'ai commencé à apprendre des groupes de mots. Des phrases courtes qui apparaissent souvent dans les conversations. Par exemple, j'ai appris des expressions comme « je pense que »,« je crois que »,« à mon avis »,« c'est vrai que »,« je ne suis pas sûr »,« peut-être que ». Ces expressions sont très utiles pour commencer une phrase. Quand je parlais seule dans ma chambre, j'essayais d'utiliser ces phrases encore et encore. Par exemple, « je pense que ce livre est intéressant ».
Je crois que je dois étudier plus. À mon avis, cette idée est bonne. Au début, cela ressemblait un peu à un exercice. Mais petit à petit, ces expressions devenaient plus naturelles. Quand je voulais exprimer une opinion, mon cerveau trouvait ces phrases plus rapidement. Cette méthode m'a aidé beaucoup. Au lieu de construire chaque phrase depuis le début, je pouvais commencer avec une expression que je connaissais déjà. Cela rendait la conversation plus fluide. Même si je cherchais encore certains mots, je pouvais au moins commencer la phrase. J'ai aussi remarqué que ces expressions sont comme des outils pour parler. Elles permettent de connecter les idées entre elles. Grâce à elles, je pouvais parler plus longtemps sans m'arrêter. Ce changement était simple, mais il rendait mon français plus vivant. Et peu à peu, je commençais à sentir que je pouvais participer à une vraie conversation. Même si le chemin était encore long, chaque petite amélioration me donnait plus de motivation pour continuer à pratiquer chaque jour. Chapitre 10. La première conversation en ligne. Après plusieurs semaines de pratique seule, j'ai senti que je devais essayer de parler avec une vraie personne. Parler seul m'avait aidé à former des phrases, mais une vraie conversation est toujours différente. Un soir, j'ai décidé d'utiliser une plateforme d'échange linguistique sur Internet. Le principe est simple. Deux personnes qui apprennent des langues différentes se parlent et s'aident mutuellement. Par exemple, je pouvais aider quelqu'un à pratiquer le chinois, et cette personne pouvait m'aider avec le français. Quand j'ai organisé ma première conversation, j'étais très nerveuse. Même si j'avais parlé seule pendant des semaines, parler avec une vraie personne était beaucoup plus impressionnant. Au début de l'appel, nous avons parlé un peu en anglais pour nous présenter. Puis nous avons décidé de continuer en français pendant quelques minutes. Les premières phrases étaient difficiles. Je parlais lentement et je faisais beaucoup de pauses. Parfois je cherchais un mot pendant plusieurs secondes. Mais quelque chose d'intéressant s'est produit. Grâce à ma pratique quotidienne, je pouvais quand même construire des phrases simples. Je pouvais expliquer d'où je venais, ce que j'étudiais et pourquoi j'apprenais le français. La conversation n'était pas parfaite. J'ai fait plusieurs erreurs de grammaire et de prononciation. Mais l'autre personne me comprenait. Et moi, je comprenais ses réponses. Après quelques minutes, je me suis sentie plus calme. Les phrases sortaient un peu plus facilement. Je n'étais plus complètement bloquée comme avant. Quand l'appel s'est terminé, j'étais très heureuse. Ce n'était qu'une courte conversation, mais pour moi c'était une grande étape. Pour la première fois, j'avais utilisé le français dans une vraie interaction. Ce moment m'a montré que mon entraînement n'était pas inutile. Même si mon français n'était pas parfait, il fonctionnait. Et cette expérience m'a donné beaucoup de motivation pour continuer à pratiquer et à parler aussi souvent que possible. Chapitre 11. Accepter les erreurs. Après ma première conversation en ligne, j'ai réfléchi à ce qui s'était passé. La conversation n'était pas parfaite. J'avais fait plusieurs erreurs de grammaire. Parfois, ma prononciation n'était pas claire. Pourtant, la communication avait fonctionné. Cette expérience m'a fait comprendre quelque chose de très important. Pendant longtemps, j'avais peur de parler parce que je voulais dire des phrases correctes.
je pensais que chaque phrase devait être grammaticalement parfaite. Mais en réalité, cette idée me bloquait. Quand on parle une langue étrangère, les erreurs sont normales. Même les apprenants avancés font des erreurs. L'important est que l'autre personne puisse comprendre le message. Après cette conversation, j'ai décidé de changer ma manière de penser. Au lieu d'essayer de construire une phrase parfaite, je voulais simplement transmettre mon idée. Cette nouvelle attitude a changé beaucoup de choses. Quand je parlais seul dans ma chambre, je ne m'arrêtais plus pour corriger chaque petite faute. Je continuais simplement la phrase. Si je remarquais une erreur, je pouvais la corriger rapidement, mais je ne voulais plus interrompre complètement mon discours. J'ai aussi remarqué que les conversations deviennent plus naturelles quand on accepte l'imperfection. Quand on parle trop lentement pour chercher la phrase parfaite, la conversation perd son rythme. En parlant un peu plus librement, mes phrases devenaient plus fluides. Même si elles n'étaient pas toujours correctes, elles étaient plus naturelles. Cette nouvelle façon de penser m'a donné plus de confiance. Je n'avais plus peur d'ouvrir la bouche. Petit à petit, parler français devenait moins stressant. Ce n'était plus un examen de grammaire. C'était simplement une manière de communiquer. Et je me suis rendu compte que cette liberté était peut-être la clé pour progresser vraiment dans une langue étrangère. Accepter les erreurs ne signifie pas arrêter d'apprendre. Cela signifie simplement continuer à avancer, même quand tout n'est pas parfait. Chapitre 12. Entraîner ma prononciation. Après avoir accepté mes erreurs, j'ai commencé à réfléchir à un autre aspect important de la langue, la prononciation. Même quand je trouvais les bons mots, je n'étais pas toujours sûr de bien les prononcer. Parfois, pendant mes conversations en ligne, l'autre personne me demandait de répéter un mot. Ce n'était pas un problème grave, mais je voulais améliorer ce point. Alors j'ai commencé un nouvel exercice. Chaque jour, je lisais un texte en français à voix haute. Ce n'étaient pas des textes très difficiles. Souvent, c'était de petits articles ou des histoires pour les apprenants. Quand je lisais, je faisais attention au rythme et au son. Si je n'étais pas sûr de la prononciation d'un mot, j'écoutais un enregistrement et j'essayais d'imiter la voix du locuteur. Au début, ce travail demandait beaucoup de concentration. Certains sons français sont très différents des sons chinois. Par exemple, les voyelles nasales étaient difficiles pour moi. Mais avec la répétition, ces sons devenaient plus naturels. Mon bouche s'habituait progressivement aux nouveaux mouvements. J'ai aussi remarqué que lire à voix haute aidait ma fluidité. Quand je lisais un texte complet, je devais continuer sans m'arrêter trop longtemps. Cela ressemblait un peu à une conversation. Petit à petit, ma confiance grandissait. Quand je parlais avec d'autres personnes, je me sentais plus à l'aise avec la prononciation. Bien sûr, mon accent chinois était toujours présent. Mais j'ai compris que ce n'était pas un problème. Beaucoup de personnes parlent français avec un accent. L'important est d'être compris. Cette étape m'a appris quelque chose de très utile. Parler une langue ne dépend pas seulement du vocabulaire ou de la grammaire. La prononciation joue aussi un rôle important. En entraînant ma bouche chaque jour, je sentais que le français devenait plus naturel. Et peu à peu,
Parler français demandait moins d'efforts qu'au début. Chapitre 13. Penser en français. Après plusieurs semaines de pratique régulière, j'ai commencé à remarquer un changement intéressant dans ma manière de penser. Avant, chaque fois que je voulais parler français, mon cerveau passait toujours par le chinois. L'idée apparaissait d'abord en chinois. Ensuite, je devais traduire cette idée en français. Ce processus prenait du temps et rendait mes phrases lentes. Mais un jour, quelque chose de différent s'est produit. Je marchais vers la bibliothèque quand une pensée simple est apparue dans mon esprit. Je dois rendre ce livre aujourd'hui. Ce qui m'a surprise, c'est que la phrase était directement en français. Je ne l'avais pas traduite. Au début, ces moments étaient très courts. Il s'agissait seulement de petites phrases ou d'expressions simples. Par exemple, il fait froid aujourd'hui, je suis fatigué, je dois étudier. Mais ces petits moments devenaient plus fréquents. Je me suis rendu compte que mon cerveau commençait à créer un espace pour le français. La langue ne dépendait plus toujours du chinois. Cette évolution était très importante pour ma fluidité. Quand une phrase apparaît directement en français, on peut la dire plus rapidement. Bien sûr, ce changement n'était pas complet. Pour les idées plus complexes, je devais encore réfléchir plus longtemps et parfois traduire. Mais les phrases simples devenaient plus naturelles. J'ai aussi remarqué que penser en français m'aidait à rester dans la langue plus longtemps. Quand mes pensées restent en français, il est plus facile de continuer la conversation. Petit à petit, ces moments sont devenus une partie normale de ma journée. Quand je marchais, quand j'étudiais ou quand je faisais une pause, certaines pensées apparaissaient en français. Cela me donnait une grande motivation. Je voyais que mon cerveau s'adaptait progressivement à la langue. Le français n'était plus seulement une matière scolaire. Il devenait une langue que je pouvais utiliser pour réfléchir, pour observer le monde et pour exprimer mes idées. Chapitre 14. Des phrases plus longues. Avec le temps, j'ai remarqué un autre changement dans ma manière de parler. Au début, mes phrases étaient très courtes. Je disais souvent une ou deux idées simples, puis je m'arrêtais pour réfléchir. Par exemple, je disais des phrases comme « Je vais à la bibliothèque ». Je dois étudier aujourd'hui. Ce livre est intéressant. Ces phrases étaient correctes, mais elles étaient très basiques. Après plusieurs semaines de pratique, j'ai commencé à connecter mes idées plus facilement. Au lieu de dire plusieurs phrases séparées, je pouvais expliquer une idée complète. Par exemple, je pouvais dire « Je vais à la bibliothèque parce que je dois préparer un examen important ». Ou bien « Je pense que ce livre est intéressant parce qu'il explique l'histoire de manière simple ». Ces phrases étaient plus longues et plus naturelles. Elles ressemblaient davantage à une vraie conversation. Je me suis rendu compte que les expressions que j'avais apprises auparavant m'aidaient beaucoup. Les phrases comme je pense que, parce que, à mon avis me permettaient de connecter mes idées. Grâce à ces outils, je pouvais parler pendant plus longtemps sans m'arrêter. Bien sûr, il y avait encore des moments où je devais chercher mes mots. Parfois je simplifiais mes phrases pour continuer à parler. Mais la différence avec le passé était très claire. Avant, je me sentais bloqué après quelques mots. Maintenant, je pouvais expliquer mes pensées avec plusieurs phrases.
Cette évolution m'a donné beaucoup de confiance. Elle montrait que mon cerveau devenait plus confortable avec la langue. Parler n'était plus un exercice difficile que je devais préparer longtemps. C'était une activité qui devenait progressivement plus naturelle. Je savais que j'avais encore beaucoup à apprendre. Mais je voyais clairement mes progrès. Chaque jour de pratique ajoutait un petit changement. Et ces petits changements commençaient à transformer ma façon de communiquer en français. Chapitre 15. Le moment de fluidité. Un jour, pendant une conversation en ligne, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais en train de parler avec une étudiante française qui apprenait le chinois. Comme d'habitude, nous parlions un peu dans chaque langue pour nous aider. Au début de la conversation, je parlais lentement, comme toujours. Je réfléchissais à chaque phrase et je faisais quelques pauses pour chercher les mots. Puis, au milieu de la discussion, quelque chose a changé. Elle m'a posé une question sur mes études et mes projets pour l'avenir. J'ai commencé à répondre, et les phrases sont sorties plus facilement que d'habitude. Je ne cherchais pas chaque mot. Je ne pensais pas à la grammaire. Les phrases venaient naturellement. Pendant quelques minutes, j'ai parlé presque sans m'arrêter. J'expliquais mes idées, je donnais des exemples et je répondais aux questions. Ce moment était très différent de mes conversations précédentes. Quand la discussion s'est terminée, j'ai réalisé ce qui venait de se passer. Pour la première fois, j'avais parlé français avec une certaine fluidité. Ce n'était pas parfait. Mon accent était toujours présent et j'avais sûrement fait quelques erreurs. Mais j'avais réussi à communiquer mes idées sans me sentir bloqué. Cette expérience m'a donné beaucoup de confiance. Elle m'a montré que tout le travail que j'avais fait commençait à porter ses fruits. Les heures passées à parler seul, à répéter des expressions et à lire à voix haute avaient vraiment un effet. Ce moment de fluidité n'a pas duré toute la conversation, mais il était très important pour moi. Il m'a montré que parler français pouvait devenir naturel. Et surtout, il m'a montré que la fluidité n'arrive pas soudainement. Elle apparaît petit à petit, après beaucoup de pratique et de patience. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à croire que je pouvais vraiment devenir une personne capable de parler français. Chapitre 1. Une nouvelle confiance. Après cette expérience de fluidité, quelque chose a changé dans mon attitude. Avant, chaque conversation en français me rendait nerveuse. Je pensais toujours à mes erreurs possibles. Maintenant, je me sentais plus confiante. Je savais que je n'étais pas encore une locutrice parfaite. Mais je savais aussi que je pouvais communiquer. Cette différence était très importante pour moi. Quand je participais à une conversation, je ne me concentrais plus uniquement sur la grammaire. Je me concentrais sur le message que je voulais transmettre. Si je ne connaissais pas un mot, j'essayais de l'expliquer avec d'autres mots. Par exemple, si je ne me souvenais pas du mot exact, je décrivais l'objet ou l'idée. Cette stratégie m'a aidé à continuer la conversation sans m'arrêter. J'ai aussi remarqué que les autres personnes étaient généralement très patientes. Elles comprenaient que j'apprenais encore la langue. Souvent, elles m'aidaient à trouver le mot correct. Petit à petit, parler français devenait une expérience positive. Avant, je voyais chaque conversation comme un test difficile.
Maintenant, je la voyais comme une opportunité de pratiquer et d'apprendre. Cette nouvelle confiance a aussi changé ma motivation. J'avais envie de parler plus souvent. Je cherchais des occasions de pratiquer avec d'autres personnes. Je continuais aussi mes exercices quotidiens. Je parlais seul dans ma chambre, je lisais à voix haute et je répétais des expressions utiles. Ces activités simples restaient très importantes pour moi. Avec le temps, je me suis rendu compte que la confiance joue un rôle essentiel dans l'apprentissage d'une langue. Quand on a peur de parler, on bloque facilement. Mais quand on accepte ses erreurs et qu'on continue à essayer, les progrès arrivent progressivement. Cette nouvelle attitude m'a permis d'avancer plus rapidement que je ne l'avais imaginé. Et peu à peu, le français devenait une langue que je pouvais utiliser avec plaisir, pas seulement une matière d'étude. Chapitre 17. Ce qui m'a vraiment aidé. Avec le temps, j'ai commencé à réfléchir à tout le chemin que j'avais parcouru. Pendant longtemps, je pensais que le problème venait de mon manque de vocabulaire ou de grammaire. Mais maintenant je comprenais que ce n'était pas la vraie raison. Le changement est venu surtout de la pratique régulière. Parler tous les jours, même pendant quelques minutes, a entraîné mon cerveau à produire des phrases plus rapidement. Au début, c'était difficile et lent, mais avec la répétition les mots venaient plus facilement. Une autre chose très importante était l'utilisation d'expressions complètes. Au lieu de construire chaque phrase mot par mot, j'ai appris des groupes de mots utiles comme je pense que, à mon avis, peut-être que. Ces expressions m'ont aidé à commencer mes phrases sans hésitation. Lire à voix haute a aussi joué un rôle important. Cet exercice a entraîné ma prononciation et m'a aidé à parler avec un rythme plus naturel. Quand on lit un texte entier, on doit continuer à parler sans trop s'arrêter. J'ai aussi compris que les conversations réelles sont essentielles. Parler seul m'a aidé à construire des phrases, mais parler avec d'autres personnes m'a appris à réagir rapidement. Enfin, accepter les erreurs a été un élément clé. Quand j'ai arrêté de chercher la phrase parfaite, parler est devenu beaucoup plus facile. Ces différentes pratiques étaient simples, mais ensemble elles ont transformé mon apprentissage du français. Je n'avais pas découvert une méthode magique. J'avais simplement changé ma manière de pratiquer la langue. Et c'est ce changement qui m'a permis de commencer à parler français avec plus de confiance. Chapitre 18. Un message pour les apprenants. Aujourd'hui, quand je pense à mon parcours avec le français, je me souviens surtout d'une chose. Comprendre une langue ne signifie pas encore la parler. Pendant plusieurs années, j'avais accumulé beaucoup de connaissances. Je connaissais des règles de grammaire, du vocabulaire et je pouvais lire des textes assez facilement. Mais ces connaissances restaient surtout dans les livres et dans ma tête. Le vrai changement est arrivé quand j'ai commencé à utiliser la langue activement. Parler chaque jour, même seul, a transformé mon apprentissage. Au début, cela semblait étrange et un peu difficile. Mais avec le temps, ces moments de pratique sont devenus une habitude. Petit à petit, mon cerveau a appris à produire des phrases plus rapidement. Les mots venaient plus facilement. Les pauses devenaient plus courtes. Je ne suis pas devenue parfaite en français. Je fais encore des erreurs et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais maintenant, je peux participer à une conversation et exprimer mes idées. Cette différence est très importante pour moi.
Si quelqu'un qui apprend une langue vit la même situation que moi, j'aimerais partager un conseil simple. N'attendez pas d'être parfait pour commencer à parler. Commencez avec des phrases simples. Parlez tous les jours, même pendant quelques minutes. Répétez des expressions utiles et acceptez les erreurs. Avec le temps, votre cerveau s'habituera à la langue et les phrases viendront plus naturellement. Parler une langue est une compétence qui se développe avec la pratique. Comme apprendre à jouer d'un instrument ou à faire du sport. Plus on pratique, plus cela devient naturel. Et un jour, sans même s'en rendre compte, on réalise que l'on peut vraiment parler la langue que l'on apprenait autrefois seulement dans les livres.